Je m'appelle Jean-Marc Delorme. J'ai 58 ans. Je ne suis ni militant, ni homme de loi, ni victime professionnelle. J'ai travaillé toute ma vie comme électricien dans la région lyonnaise. 36 ans à tirer des câbles, réparer des tableaux, intervenir dans des immeubles où personne ne te regarde quand tout fonctionne, mais où tout le monde te maudit quand ça saute. Je n'ai jamais roulé sur l'or. J'ai payé mes impôts, mes cotisations, mes crédits. J'ai divorcé il y a 15 ans, sans scandale, sans guerre. Les enfants sont partis vivre leur vie. Je suis resté seul avec ce que j'avais construit. La maison, ce n'est pas une villa. Une petite bâtisse des années 50 en périphérie, avec un jardin que je tonds moi-même. Je l'ai acheté après la mort de mon père. J'y ai refait l'électricité, l'isolation, la toiture, chaque mur, chaque prise. Je les connais par cœur. Ce n'est pas seulement un bien immobilier, c'est ma sécurité, mon futur, ma retraite. Quand on n'a plus 20 ans, on ne rêve plus de grand-chose. On veut juste savoir où on dormira demain. Je n'ai jamais eu de problème avec la police, avec la justice, avec qui que ce soit. Je croyais naïvement que, dans ce pays, posséder un acte de propriété voulait encore dire quelque chose. Je croyais que fermer sa porte suffisait. Je croyais que le mot «chez moi» avait un poids. Je me trompais. L'idée de partir ne m'est pas venue d'un coup. Elle a mûri lentement, comme une fatigue qui s'installe sans bruit. Un soir, après une journée de 12 heures sur un chantier, un ami m'a regardé et m'a dit, presque sans y penser, «Tu travailles encore comme si tu avais 30 ans. Tu vas finir cassé.» Cette phrase m'est restée dans la tête, pas comme un reproche, mais comme un constat. J'ai regardé mes mains crevassées, mon dos raide, mes genoux qui grinçaient quand je montais les escaliers. Je me suis dit que si je ne m'arrêtais pas maintenant, je ne m'arrêterais jamais. Alors, j'ai décidé de partir 3 semaines, pas pour fuir, pas pour me retrouver, juste pour souffler. Rien de luxueux. Mon vieux fourgon aménagé, acheté d'occasion. Un matelas un peu trop fin, un réchaud. La côte atlantique, les routes secondaires, les campings municipaux. Je voulais me lever sans réveil, manger quand j'avais faim, dormir quand j'étais fatigué, ne rien réparer pour personne, ne répondre à aucun appel, être inutile, enfin. Avant de partir, j'ai fait ce que tout homme prudent fait quand il laisse derrière lui la seule chose qui lui appartient vraiment. J'ai fermé chaque volet un par un. J'ai coupé le gaz, fermé l'eau, mis l'électricité hors tension, sauf l'alarme. J'ai vérifié 2 fois la porte du garage, 3 fois la serrure de l'entrée. J'ai laissé mon numéro à mon voisin, pas un ami, juste un type correct, discret, avec qui on échange des banalités au-dessus de la haie. Je lui ai dit, «Si tu vois quelque chose d'anormal, appelle-moi.» Il a hoché la tête sans poser de questions. À aucun moment, je n'ai imaginé que quelque chose de grave puisse arriver. Dans ma tête, une maison fermée restait une maison protégée. Le quartier était calme. Des retraités, des familles, pas de squat, pas d'histoire. 3 semaines, ce n'était rien, une parenthèse. Je me souviens très bien du bruit de la porte quand je l'ai claquée. Un bruit sec, net, rassurant. Le bruit d'un endroit qui se ferme et qui attend son propriétaire. J'ai posé la main sur le battant 1 seconde de plus que d'habitude. J'ai regardé le jardin. Les tomates n'étaient pas encore mûres. L'herbe venait d'être tondue. Tout était à sa place. Je me suis dit que je les ramasserais en rentrant. Pendant ces vacances, j'ai presque oublié mon téléphone. Il restait souvent éteint au fond du fourgon. Pas de message, pas d'appel. Le monde continuait sans moi.
et pour la première fois depuis longtemps, ça ne me dérangeait pas. Je regardais l'océan, je buvais un café tiède face au lever du soleil, je dormais avec le bruit du vent. Je n'avais aucune idée que, pendant que je vivais cette tranquillité-là, quelqu'un d'autre s'installait dans ma vie. Je n'avais aucune idée que, pendant que je dormais dans mon fourgon face à l'océan, quelqu'un dormait déjà dans mon lit. Quand je suis rentré, il était presque 19 heures. La lumière était basse, cette heure grise où la journée se retire sans prévenir. J'ai garé le fourgon comme d'habitude, devant la haie. En descendant, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Pas une pensée claire, non. Une sensation, un détail qui ne colle pas, comme un faux accord. L'air avait une odeur étrange, lourde, pas celle de mon jardin. Un mélange de tabac froid, de nourriture avariée et d'humidité. Je me suis approché de la maison avec mes clés déjà dans la main. Le gravier a crissé sous mes chaussures, un bruit familier, rassurant. J'ai levé les yeux vers la façade et j'ai vu que le rideau du salon n'était plus dans la même position. Pas grand-chose, quelques centimètres, mais je savais comment je l'avais laissé. On sait toujours. J'ai essayé la clé. Elle est entrée dans la serrure, mais elle n'a pas tourné. J'ai essayé une seconde fois, plus doucement. Rien. Le métal a résisté. J'ai regardé de plus près. Ce n'était pas ma serrure. Le cylindre avait été changé, proprement, sans trace de forçage. J'ai reculé d'un pas, le cœur serré, comme si quelqu'un venait de prononcer mon nom derrière moi. J'ai frappé, pas fort, juste pour signaler ma présence. Le silence a duré quelques secondes, puis j'ai entendu des pas tranquilles. La porte s'est ouverte, et un homme que je n'avais jamais vu s'est tenu devant moi. 30 ans peut-être, barbe de plusieurs jours, pieds nus. Il tenait une cigarette. Il m'a regardé comme on regarde un inconnu qui s'est trompé d'adresse, sans agressivité, sans surprise. Oui, je lui ai dit que c'était ma maison, que je venais de rentrer, que je ne comprenais pas. Il a souri, un sourire lent, presque condescendant. Ah, vous. Derrière lui, j'ai aperçu l'intérieur. Mon intérieur, mais défiguré. Un matelas posé à même le sol, des sacs poubelles, de la vaisselle sale sur ma table, mes chaises déplacées, une musique basse venant de la chambre. Une femme est passée dans le couloir, m'a regardé une seconde, puis a disparu sans un mot. Je suis entré, malgré moi, d'un pas, comme attiré par le spectacle. « Vous n'avez rien à faire ici ?» ai-je dit. L'homme a haussé les épaules. « On vit ici. » Le mot m'a frappé de plein fouet. Vivre dans ma maison, dans ma vie. Ils étaient 4. Ils me l'ont dit calmement. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient là depuis plus de 2 semaines, qu'ils avaient des témoins, que le voisin les avait vus, que le courrier arrivait déjà à leur nom. Ils parlaient comme s'ils récitaient une procédure apprise par cœur. J'ai demandé mes affaires. On m'a montré un coin du salon, mes vêtements entassés, mes photos retournées face contre le mur, mon cadre avec la photo de mes enfants posée à l'envers. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas une erreur, ni un malentendu. C'était une prise de possession. J'ai appelé la police devant eux. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas protesté. L'un d'eux s'est assis sur mon canapé. Le mien. Comme si la suite était déjà écrite. Quand les gendarmes sont arrivés, tout s'est passé très vite. Trop vite. Vérification des papiers, acte de propriété. Oui, la maison était bien à moi. Mais eux étaient installés. Ils avaient pris domicile. La phrase est tombée comme une condamnation. « Monsieur,
Ce sont des occupants. On ne peut pas les expulser comme ça. Il faut une décision de justice. Je les regardais parler, tous, comme si j'étais devenu transparent. Je n'étais plus le propriétaire, j'étais l'intrus. On m'a conseillé de porter plainte, de saisir un avocat, d'attendre. Attendre quoi? Qu'on me rende ce qui m'appartenait déjà? Quand je suis reparti ce soir-là, sans entrer chez moi, sans rien emporter, j'ai compris une chose essentielle. La maison ne m'appartenait plus vraiment. Pas tant que je respecterais des règles que les autres avaient décidé d'ignorer. La nuit est tombée vite après leur départ. Pas la nuit douce d'un retour chez soi, mais une nuit lourde, collante, où chaque minute pèse. J'étais assis dans ma voiture, garée à 20 mètres de la maison, moteur éteint, sans oser partir vraiment. Devant moi, les fenêtres étaient éclairées, ma lumière, celle que j'avais installée moi-même, ampoule après ampoule. Derrière les rideaux, des silhouettes bougeaient, elles parlaient, riaient, vivaient, chez moi. J'ai compris à ce moment-là que je venais de perdre quelque chose de plus grave qu'un bâtiment. J'avais perdu une évidence, l'idée simple que certaines choses sont intouchables, que travailler, payer, attendre patiemment sa retraite, ça protège. Tout cela venait de s'effondrer en quelques phrases administratives prononcées sans émotion. J'ai appelé un avocat le lendemain matin, puis un autre, puis un troisième. Tous m'ont dit la même chose, avec des mots différents, avec des voix plus ou moins compatissantes. Procédure, délai, tribunal, preuve, attente. Ils parlaient de mois, parfois d'années. L'un d'eux m'a même conseillé de rester calme et de ne surtout pas provoquer les occupants. Les occupants. Pas les intrus, pas les squatteurs. Les occupants, comme s'ils avaient un droit naturel à être là. Je suis allé à la mairie. On m'a donné des formulaires. On m'a expliqué que la loi protégeait le logement occupé, pas le propriétaire absent. On m'a regardé comme si j'avais commis une faute, comme si partir 3 semaines était une négligence coupable. On m'a demandé pourquoi je n'avais pas fait surveiller la maison, pourquoi je n'avais pas installé plus de sécurité, pourquoi je n'avais pas été là. Chaque question était un reproche déguisé. À aucun moment, on ne m'a demandé comment je dormais, où j'allais vivre, si j'avais encore accès à mes affaires. Tout le système semblait organisé pour me rappeler que, désormais, j'étais un problème secondaire. Je suis retourné devant la maison plusieurs fois, en plein jour, en soirée, toujours de loin. Je les voyais sortir, entrer, recevoir des amis. Ils avaient déplacé mes pots de fleurs, arraché le numéro de la porte. Un jour, j'ai vu l'un d'eux arroser mon jardin maladroitement, comme un mauvais acteur jouant au propriétaire. Cette image m'a fait plus de mal que tout le reste. Je dormais mal, parfois dans ma voiture, parfois chez un ami, mais jamais longtemps. Je n'osais pas trop expliquer. J'avais honte d'avoir été dépossédé sans violence, sans effraction, sans cri, juste par l'usage froid de règles que je croyais faites pour me protéger. Peu à peu, une colère différente est née, pas une colère explosive, une colère dense, silencieuse. Je repensais à chaque détail de la maison, à chaque conduit, chaque angle mort. Je repensais à tout ce que je savais faire de mes mains, à tout ce que j'avais appris en 36 ans de métier. Et je comprenais une chose très claire. Personne ne viendrait me sauver. Le droit avait choisi son camp, l'administration aussi. Si je voulais récupérer ma maison, il ne fallait plus compter sur les mots, les dossiers, les appels.
Il fallait réfléchir autrement, penser comme un homme qu'on a poussé hors de sa propre vie, mais qui refuse de rester dehors. Ce soir-là, assis dans l'obscurité de la voiture, en regardant la lumière de mon salon filtrer à travers des rideaux que je n'avais pas tirés, j'ai pris une décision simple. Il pouvait avoir les clés, les papiers, le soutien de la loi. Moi, j'avais encore quelque chose qu'il n'avait pas compris. Cette maison, je la connaissais mieux qu'eux. Et tôt ou tard, cette différence ferait la balance. Le lendemain, j'ai appelé la police moi-même, à tête reposée, en espérant qu'une autre patrouille, un autre ton, une autre lecture de la situation changerait quelque chose. 2 agents sont venus en début d'après-midi. Pas les mêmes que la veille. Même résultat. Ils ont écouté, hoché la tête, pris des notes. Ils ont regardé mes papiers, puis ceux des occupants. L'un d'eux a soupiré avant même de parler, comme s'il récitait une mauvaise nouvelle qu'il avait déjà donnée trop souvent. Il m'a expliqué, calmement, presque avec lassitude, que la situation était claire. Les personnes à l'intérieur déclaraient y vivre. Elles avaient installé leurs affaires. Elles dormaient là. Elles recevaient du courrier. Cela suffisait à qualifier le lieu de domicile, même s'il n'était pas le leur légalement. La loi, m'a-t-il dit, protège le domicile avant tout, même quand ce domicile est né d'une occupation illégale, même quand le propriétaire est devant la porte. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire. Il m'a parlé de plainte, de tribunal, de délai. Il a utilisé des mots comme procédure normale et cadre légal. À aucun moment, il n'a parlé de moi comme d'un homme à la rue. J'étais devenu un dossier, un cas parmi d'autres. Quand j'ai insisté, quand j'ai élevé un peu la voix, l'autre agent m'a regardé avec fermeté et m'a dit de me calmer, que toute tentative de forcer l'entrée se retournerait contre moi. Cette phrase m'a glacé. Forcer l'entrée de ma propre maison pouvait faire de moi un délinquant. Les voir rester à l'intérieur, eux, ne posaient aucun problème immédiat. On m'a conseillé de prendre patience, de ne pas faire de bêtises, comme si la bêtise n'avait pas déjà été faite à ma place. Quand les policiers sont repartis, l'un des occupants m'a salué de la main depuis le pas de la porte. Un geste presque amical, une provocation douce couverte par la loi. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, pas une explosion, une rupture lente, profonde, une confiance qui s'éteint. J'ai passé les jours suivants à appeler, écrire, expliquer, des associations, des services juridiques, des numéros d'aide. On me renvoyait toujours vers la même réponse: attendre, patienter, accepter. On me parlait de droit, jamais de justice. On me demandait d'être raisonnable, comme si être raisonnable signifiait renoncer. Je vivais entre ma voiture et des canapés prêtés. Chaque matin, je passais devant la maison. Je voyais leurs chaussures devant l'entrée, leur linge séché dans mon jardin. Ils avaient même déplacé la boîte aux lettres. Un détail, mais un symbole violent, comme s'ils effaçaient mon existence morceau par morceau. Un soir, en regardant la façade depuis l'autre côté de la rue, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre, que chaque jour supplémentaire les installait un peu plus et m'effaçait davantage. La loi m'avait clairement fait comprendre qu'elle ne me protégerait pas. Elle ne m'interdisait pas seulement d'agir, elle me punirait si je le faisais mal. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de demander. J'ai cessé d'espérer une aide extérieure. Je me suis tu, j'ai observé, et dans ce silence, une idée a commencé à prendre forme. Pas une idée violente,
pas une idée spectaculaire, une idée simple, née de l'évidence la plus brutale. Si je ne pouvais pas entrer chez moi, je pouvais encore agir autour, et personne ne semblait vouloir m'en empêcher. Les jours suivants ont été une leçon brutale, pas une leçon de droit, une leçon de place. J'ai compris très vite où je me situais dans l'ordre des priorités, tout en bas, en dessous des formulaires, en dessous des procédures, en dessous même de ceux qui occupaient ma maison, sans y avoir jamais travaillé une seule journée. La loi, telle qu'on me la présentait, n'était pas là pour trancher un conflit, mais pour le figer. À chaque rendez-vous, on me répétait la même chose avec des mots différents. Vous êtes propriétaire, mais absent. Ils sont occupants, mais présents. La présence comptait plus que le droit. Le fait d'avoir dormi quelques nuits suffisait à effacer 20 années de travail. On me parlait de protection des personnes vulnérables, sans jamais me demander si moi, je l'étais devenu. J'avais l'impression étrange d'être coupable d'avoir une maison. Un juriste m'a expliqué, presque gêné, que si je coupais l'eau, l'électricité, ou si je faisais quoi que ce soit qui rende le logement inhabitable, je risquais des poursuites, pas eux, moi. Il a insisté sur les sanctions possibles, sur les amendes, sur la prison avec sursis. Il m'a regardé droit dans les yeux en me disant « La loi est très claire ». Claire pour qui? Je me suis demandé. Je sortais de ces bureaux avec une sensation d'irréalité, comme si j'avais basculé dans un pays voisin régi par des règles inversées. Tout ce que j'avais appris depuis l'enfance ne s'appliquait plus. Travailler honnêtement, respecter les règles, anticiper, prévoir. Rien de tout cela ne me protégeait. Au contraire, ça me paralysait. La nuit, je tournais en rond. Je pensais à mon père, à ce qu'il m'avait transmis. Ce qui est à toi, défends-le. Pas par la violence, mais par la constance, par la droiture. J'avais suivi ce principe toute ma vie. Et voilà où il m'avait mené, à dormir ailleurs pendant que d'autres occupaient ma place. Ce qui me frappait le plus, ce n'était pas la lenteur de la justice, mais son indifférence. Personne ne semblait pressé. Pour eux, rien d'urgent. Un homme sans maison, ce n'était pas une urgence. Un dossier de plus sur une pile déjà trop haute. On me parlait de délais comme d'une fatalité naturelle, comme la pluie ou le froid. Petit à petit, quelque chose a changé en moi. Pas une révolte spectaculaire, une bascule intérieure. J'ai cessé de me présenter comme une victime. J'ai cessé de demander la permission d'exister. J'ai compris que si je continuais à attendre une solution venue d'en haut, je finirais par accepter l'inacceptable. La loi m'avait clairement montré ses limites. Elle ne me voyait pas. Elle ne me reconnaissait plus. Alors, j'ai commencé à penser en dehors d'elle, pas contre elle ouvertement, à côté, dans ces angles morts, là où l'on ne regarde pas ceux qui ne font pas de bruit. Ce jour-là, pour la première fois depuis mon retour, je n'ai plus ressenti seulement de la colère ou de la honte. J'ai ressenti une forme de lucidité froide. Ils avaient le cadre légal. Moi, j'avais encore ma tête, mes mains, et une connaissance intime de ce lieu qu'ils occupaient sans le comprendre. La loi avait choisi son camp. À moi de choisir ma méthode. Les jours passaient, et avec eux, une forme d'humiliation sourde s'installait. Pas celle qui explose, pas celle qui se crie. Une humiliation lente, quotidienne, qui s'infiltre partout. Je n'avais plus d'adresse fixe, plus d'endroit où poser mes affaires sans demander. Je vivais avec un sac dans le coffre de la voiture, quelques vêtements, des papiers, rien de plus. Le reste était là-bas.
derrière une porte qui ne s'ouvrait plus pour moi. Je dormais mal. Même quand quelqu'un m'hébergeait pour une nuit ou deux, je me réveillais au moindre bruit. J'avais l'impression d'être de trop, d'occuper une place qui ne m'appartenait pas. Moi qui avais toujours été indépendant, discret, je dépendais soudain de la bonne volonté des autres. Je remerciais trop. Je parlais peu, je partais tôt. Chaque matin, pourtant, je revenais devant la maison, pas par masochisme, par nécessité. Comme si mon corps refusait d'accepter que ce lieu m'échappe. Je restais de l'autre côté de la rue, appuyé contre un poteau, à observer. Je connaissais leurs habitudes maintenant, les heures où ils sortaient, ceux qui restaient, les allées et venues. Je voyais leurs sacs de courses, leurs amis, parfois des inconnus qui entraient sans frapper. Un jour, j'ai vu l'un d'eux sortir avec ma vieille veste de travail, celle que je portais sur les chantiers, tachée de peinture, usée au coude. Il riait, cigarette au coin des lèvres. Cette image m'a serré la gorge plus que je ne l'aurais cru. Ce n'était qu'un vêtement, mais c'était le symbole parfait. Il ne se contentait pas de la maison. Il prenait tout sans se poser de questions. Les voisins détournaient le regard, certains par gêne, d'autres par peur. Personne ne venait me parler, personne ne demandait vraiment ce qui se passait. J'étais devenu l'homme dont on ne sait pas quoi dire, celui qui met mal à l'aise. Je comprenais. La situation était floue, inconfortable. Mieux valait ne pas s'en mêler. Je me sentais invisible, effacé, comme si mon existence s'était arrêtée au moment où j'avais fermé cette porte pour partir en vacances. Tout ce que j'avais été jusque-là ne comptait plus, ni mon travail, ni mes années, ni mes efforts. Il ne restait que ce vide administratif, où personne ne se pressait pour me rendre ce qui m'appartenait. Un soir, en regardant la maison s'illuminer à la tombée de la nuit, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas seulement de la colère, pas seulement de la tristesse, une forme de honte. La honte de subir sans réagir. La honte d'attendre que d'autres décident pour moi. Cette sensation-là a été la plus difficile à supporter. C'est à ce moment précis que j'ai compris que le pire n'était pas de perdre temporairement un toit. Le pire, c'était de perdre ma place, mon rôle, mon identité d'homme libre. Et cette perte-là, je ne pouvais plus l'accepter, pas sans me battre à ma manière, pas sans reprendre, au moins intérieurement, ce qui m'avait été volé. L'idée ne m'est pas venue d'un coup, comme dans les films. Elle s'est imposée lentement, presque malgré moi, à force d'observer. J'avais compris une chose essentielle. Je ne pouvais pas les affronter frontalement. Ni la force, ni la menace, ni l'irruption soudaine ne feraient autre chose que me mettre en tort. Mais je pouvais agir autrement, pas contre les personnes, mais contre ce qu'elles cherchaient, le confort. Ils ne voulaient pas de ma maison par attachement, ils voulaient un endroit facile, gratuit, toléré, un lieu où dormir, manger, inviter, sans contrainte. Ils étaient restés parce que c'était simple. Il fallait que ça cesse de l'être. Il fallait que la maison cesse d'être accueillante, sans que je touche directement à eux, sans effraction, sans violence visible. Je connaissais chaque recoin du terrain, le jardin, les dépendances, les vieux regards techniques que j'avais moi-même posés des années plus tôt. Je savais comment l'air circulait, comment les odeurs voyageaient, comment un lieu pouvait devenir invivable sans être dangereux. C'est là que ma formation, mon métier, mon sens pratique ont repris leur place. J'ai imaginé une stratégie de saturation,
Pas une action unique, mais une pression constante. Quelque chose de dérangeant, d'humiliant, d'impossible à ignorer. J'ai décidé d'utiliser des dispositifs simples, bricolés, discrets, placés à l'extérieur, dans les zones où je pouvais encore légalement me trouver, des sources d'odeurs insupportables, persistantes, impossibles à localiser précisément. Rien de toxique, rien qui puisse blesser, juste de quoi transformer chaque nuit en épreuve. Dans mon esprit, ce n'était pas une vengeance spectaculaire, c'était une reprise de territoire, une reconquête lente. Je savais qu'ils appelleraient les services, qu'ils se plaindraient, mais comment prouver une odeur? Comment expulser un propriétaire qui reste sur la voie publique? La loi avait ses angles morts. J'avais décidé de m'y glisser. Je me suis préparé avec calme, sans excitation, sans haine inutile. Chaque soir, je passais près de la maison, j'observais les fenêtres, les lumières, les habitudes. Je ne voulais pas leur faire peur. Je voulais les épuiser, leur rappeler, nuit après nuit, qu'ils n'étaient pas chez eux, qu'ils n'y seraient jamais vraiment. Ce qui me surprenait, c'était mon propre état d'esprit. Je n'étais plus dans la honte, ni dans la supplication. J'agissais, à ma manière, avec les moyens qu'il me restait. Pour la première fois depuis mon retour, je ne subissais plus. Je reprenais une forme de contrôle. Je savais que ce plan prendrait du temps, que ce serait inconfortable aussi pour moi. Mais je n'avais plus rien à perdre. La maison était déjà perdue, en apparence. Il ne restait qu'une chose à défendre, l'idée que je n'étais pas un homme, qu'on chasse sans réaction. Et cette idée-là, aucune loi ne pouvait me l'interdire. Les premiers effets ne se sont pas fait attendre. Pas immédiatement spectaculaires, non, plutôt insidieux. Dès la deuxième nuit, j'ai vu les fenêtres s'ouvrir en grand, malgré le froid. Les lumières s'allumer, puis s'éteindre à des heures inhabituelles. Ils sortaient, sur le pas de la porte, regardaient autour d'eux, fronçaient le nez. Je restais à distance, invisible, immobile, comme si je n'existais pas. Le lendemain, ils ont commencé à parler plus fort. Les voix portaient jusque dans la rue, des disputes courtes, nerveuses, des reproches. Ça pue, c'est dégueulasse, on ne peut pas dormir comme ça. Je reconnaissais ce ton. Ce n'était plus la désinvolture des premiers jours. C'était l'agacement de ceux qui sentent que quelque chose leur échappe. Les nuits suivantes ont été pires pour eux. Pas de violence, pas de menaces directes. Juste une présence constante, invisible, qui rendait chaque instant désagréable. Ils ont tenté de nettoyer, d'aérer, de déplacer leurs affaires. Rien n'y faisait. L'inconfort revenait toujours. Ils ont appelé des services, des amis, cherché une cause rationnelle. On les voyait inspecter le jardin, les murs, les canalisations. Ils ne trouvaient rien. Et c'était précisément le but. Un soir, j'ai vu l'un d'eux vomir dans les buissons. Un autre dormait dans sa voiture. Le groupe se fissurait. Ce genre de vie ne tient que tant qu'elle reste facile. Dès qu'elle devient pénible, les solidarités se brisent. Ils avaient choisi ma maison par opportunisme. Ils la quitteraient pour la même raison. Ils ont essayé de se plaindre. J'ai entendu parler d'appels, de démarches. Mais comment expliquer une nuisance sans source identifiable? Comment accuser un homme qui se tient sur le trottoir public, qui ne touche à rien, qui ne profère aucune menace? La situation se retournait lentement contre eux. Cette fois, c'étaient eux qui passaient pour des gêneurs, pour des gens difficiles. Je ne ressentais ni joie, ni fierté particulière, seulement une concentration froide.
Je notais chaque réaction, chaque changement de comportement. Je savais que ce genre de pression ne devait jamais être relâché trop tôt. Il fallait de la constance, de la patience, les mêmes qualités que la loi exigeait de moi, mais utilisées autrement. Après une semaine, il n'était plus que 2. Les autres avaient disparu sans bruit, emportant des sacs à la hâte. Les survivants tenaient par orgueil plus que par envie. Ils faisaient semblant de s'habituer, mais leurs gestes les trahissaient. Ils ne s'installaient plus vraiment. Ils survivaient. Chaque soir, en regardant la maison depuis l'ombre, je comprenais que l'équilibre avait changé. Pour la première fois depuis mon retour, ce n'était plus moi qui attendais, c'était eux. Et dans cette attente forcée, leur certitude s'effritait. Ils n'étaient plus chez eux, ils n'étaient plus en sécurité. Ils le sentaient, et moi aussi. La tension a changé de nature. Ce n'était plus seulement l'inconfort, c'était la peur de ne pas comprendre, la peur de ne pas contrôler. Je la voyais dans leurs gestes, dans leur manière d'ouvrir la porte, de regarder autour d'eux avant de sortir. Ils parlaient moins fort, ils fermaient les volets plus tôt, ils n'invitaient plus personne. La maison, autrefois bruyante, devenait un lieu de méfiance. Ils ont commencé à se soupçonner entre eux. Je les ai entendus se disputer, tard le soir, fenêtres entr'ouvertes. Des accusations sans preuve. C'est toi qui as ramené ça. T'as fait un truc, c'est pas normal. Quand un groupe commence à douter de lui-même, il est déjà en train de se désagréger. Ils n'étaient plus unis contre moi. Ils étaient divisés entre eux. Un jour, des agents municipaux sont passés, puis des techniciens. Ils ont inspecté les canalisations, les abords, le jardin. Tout était conforme, rien à signaler. Je me tenais à distance, visible, calme. Personne ne m'a rien reproché. Les regards se tournaient vers eux. Encore une fois, ils se retrouvaient à expliquer, à justifier, à paraître excessifs. La situation se retournait, lentement, mais sûrement. La nuit, ils dormaient de moins en moins. Ça se voyait à leurs visages tirés, à leurs gestes brusques. Le manque de sommeil fait ressortir le pire. L'irritation devient agressivité. La fatigue devient paranoïa. Ils parlaient de malchance, de lieu maudit. L'un d'eux a même évoqué le fait que la maison n'était pas saine. Ce mot-là m'a frappé, pas saine, comme si le lieu lui-même les rejetait. Je savais que je devais maintenir la pression sans jamais franchir une ligne visible, ne rien changer brusquement, ne rien accélérer. Laisser le doute faire son travail, laisser la fatigue s'installer, laisser la maison redevenir ce qu'elle était pour eux, un endroit où l'on ne se sent pas bien, où l'on ne se projette pas, où l'on ne reste pas. Un soir, ils ont tenté de me provoquer. Des insultes lancées depuis le jardin, des regards appuyés. Je n'ai pas répondu. Je ne devais surtout pas entrer dans leur jeu. Ils cherchaient un ennemi clair, une confrontation. Je leur offrais le contraire. Le silence, l'indifférence, l'absence de prise. Ça les déstabilisait plus que n'importe quelle menace. Peu à peu, la maison a cessé d'être un refuge pour eux. Elle est devenue une source d'angoisse permanente. Ils n'étaient plus installés. Ils campaient. Et on ne campe jamais longtemps là où l'on se sent observé, dérangé, rejeté. Je le voyais, je le sentais. La fin approchait, non pas dans un fracas, mais dans un épuisement lent, exactement comme je l'avais prévu. La rupture s'est produite sans bruit, comme tout le reste. Pas de cri, pas de confrontation finale, juste un matin où quelque chose avait changé. Quand je suis passé devant la maison,
plus tôt que d'habitude, j'ai vu les volets ouverts à moitié, les lumières encore allumées. La porte d'entrée était entr'ouverte. Ce détail-là m'a arrêté net. Une porte qu'on ne ferme plus complètement, c'est déjà un renoncement. Ils n'étaient plus que deux depuis quelques jours, et même entre eux, le lien semblait fragile. Je les voyais sortir séparément, rentrer à des heures différentes. Ils évitaient de se regarder. Le terrain autour de la maison était en désordre, des sacs laissés là, comme si personne n'avait vraiment envie de les rentrer. On aurait dit un campement abandonné avant l'heure. Cette nuit-là avait été la plus longue pour eux. Je le savais sans être à l'intérieur. Les allées et venues avaient été incessantes. Des fenêtres ouvertes, refermées, des silhouettes qui apparaissent, disparaissent. À un moment, j'ai entendu l'un d'eux crier, pas de rage, mais d'épuisement. Une voix cassée, à bout, ce genre de cri qu'on pousse quand on n'attend plus de réponse. Au petit matin, une voiture s'est arrêtée devant la maison. Un ami, un contact, peu importe. Ils ont parlé longtemps sur le trottoir. Les gestes étaient clairs, des mains levées, un regard vers la façade, un hochement de tête négatif. La décision était prise avant même que les mots ne sortent. Ils ont commencé à charger, lentement, sans énergie, des sacs, des couvertures, quelques objets récupérés à la va-vite, rien qui ressemble à un départ organisé. Plutôt une fuite discrète. Ils évitaient mon regard, même de loin. Ils n'avaient plus envie de revendiquer quoi que ce soit. La maison avait gagné. Quand le dernier est sorti, il s'est arrêté un instant sur le pas de la porte. Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait une explication rationnelle à ce qui venait de se passer. Il n'en trouverait pas. Il a refermé derrière lui, sans verrouiller. Un geste simple, mais lourd de sens. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je les ai laissés partir. La rue a retrouvé son silence. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait plus de présence étrangère derrière ces murs, plus de lumière parasite, plus de mouvements qui n'étaient pas les miens. Je suis resté là quelques minutes, immobile. Pas de triomphe, pas de soulagement immédiat, juste une fatigue immense. J'avais gagné, oui, mais à un prix que personne ne verrait. Ce n'était pas une victoire célébrable, c'était une récupération, une réparation tardive. Quand je me suis enfin approché de la porte, j'ai posé la main sur le bois. Il était froid, comme après une longue absence. J'ai compris alors que le plus dur restait à faire. Reprendre possession d'un lieu, ce n'est pas seulement en faire partir ceux qui l'occupent, c'est accepter ce qu'il est devenu entre-temps. Et ça, aucune loi, aucune ruse ne peut l'éviter. Entrer de nouveau dans la maison a été plus difficile que je ne l'avais imaginé. La porte a cédé sans résistance, comme si elle avait renoncé à me reconnaître. L'air à l'intérieur était lourd, stagnant, chargé de traces étrangères. J'ai ouvert toutes les fenêtres sans réfléchir, par réflexe, comme on cherche à reprendre son souffle après être resté trop longtemps sous l'eau. Chaque pièce racontait une histoire que je n'avais pas vécue. Des marques sur les murs, des taches sur le sol, des odeurs incrustées dans les tissus. Le canapé était déplacé, la table rayée, la cuisine méconnaissable. J'avais l'impression de visiter une maison semblable à la mienne, mais vidée de son sens. Un décor abandonné après une occupation brutale. Je me suis assis un moment au milieu du salon, sans bouger, pas pour pleurer, pour comprendre. Comprendre que rien ne reviendrait exactement comme avant, même si les murs étaient les mêmes, même si le toit me protégeait encore,
quelque chose avait été fissuré. Le sentiment de sécurité, l'évidence d'être chez soi. Les jours suivants ont été consacrés au nettoyage, aux réparations, aux gestes concrets. J'ai jeté sans hésiter ce qui devait l'être. J'ai frotté, réparé, remplacé. Chaque action avait quelque chose de thérapeutique. Remettre une prise en place, refixer une étagère, changer une serrure, installer une alarme plus discrète, plus efficace, pas par paranoïa, par lucidité. J'ai fait venir un serrurier puis un voisin pour m'aider à remettre le jardin en état. Les regards étaient différents cette fois, un mélange de soulagement et de gêne. On me demandait peu de détails. On se contentait de dire que tout était rentré dans l'ordre. Je savais que ce n'était pas tout à fait vrai, mais je n'avais pas envie de corriger. La nuit, je dormais mal au début. Le moindre bruit me réveillait. Je me levais, j'allumais une lumière, je vérifiais. Peu à peu, pourtant, le calme est revenu. Pas celui d'avant. Un calme plus fragile, plus conscient. Je savais désormais que rien n'est jamais définitivement acquis. Je n'ai jamais raconté toute l'histoire aux autorités. À quoi bon? Officiellement, les occupants étaient partis d'eux-mêmes. Le dossier s'est refermé sans bruit, comme il s'était ouvert. Personne ne m'a demandé comment j'avais tenu. Personne ne m'a félicité. Et je n'en attendais rien. Ce que j'ai récupéré, ce n'est pas seulement une maison, c'est une position, une verticalité. La certitude que parfois, rester dans les clous revient à accepter l'injustice. Je n'ai pas cherché la gloire ni la reconnaissance. J'ai simplement refusé de disparaître. Aujourd'hui encore, quand je ferme la porte le soir, je prends une seconde de plus. Je pose la main sur le bois. Je respire. Ce geste simple est devenu essentiel. Il me rappelle que ce lieu est le mien, non parce qu'un papier l'atteste, mais parce que je l'ai défendu quand plus personne ne voulait le faire à ma place. Avec le recul, ce qui me frappe le plus, ce n'est pas la méthode que j'ai utilisée, ni même le résultat, c'est le silence autour de tout ça. Une fois la maison récupérée, le monde a continué comme si rien ne s'était passé. Les voisins ont repris leurs habitudes. Les institutions ont classé le dossier. Personne n'a voulu comprendre ce que ça fait d'être dépossédé légalement, puis de se débrouiller seul pour survivre à cette dépossession. J'ai longtemps réfléchi à ce que j'avais fait, pas pour me juger, mais pour comprendre. Est-ce que j'avais franchi une ligne? Peut-être. Mais quelle ligne m'avait-on laissée? On m'avait répété que je devais attendre, patienter, accepter. Attendre quoi? Que la situation se normalise toute seule? Que ceux qui profitaient du système décident soudainement d'être justes? L'attente, dans mon cas, n'était pas une solution. C'était une disparition lente. Je n'ai jamais ressenti de fierté héroïque, pas de sentiment de victoire éclatante, seulement la certitude d'avoir repris ma place. Une place simple, celle d'un homme qui ne se laisse pas effacer. J'ai compris que la société adore les règles tant qu'elles ne la touchent pas personnellement. Mais quand ces règles écrasent quelqu'un, il n'y a plus grand monde pour s'en soucier. Ce qui me hante encore parfois, ce sont les phrases entendues dans les bureaux, dans les commissariats. Ce sont les procédures. On ne peut rien faire. Ces mots-là sont dangereux. Ils donnent bonne conscience à l'inaction. Ils transforment l'injustice en routine. Et ceux qui en souffrent deviennent des cas gênants qu'on préfère voir se taire. Je ne conseille à personne de faire ce que j'ai fait. Je n'en fais pas un modèle, je raconte simplement ce qui arrive quand un homme ordinaire se retrouve seul
face à un système indifférent. Quand la loi protège l'usage plutôt que l'effort, la présence plutôt que le droit, il ne reste plus beaucoup de choix. On s'adapte ou on disparaît. Aujourd'hui, je regarde ma maison différemment. Elle n'est plus seulement un refuge, elle est le rappel constant que la tranquillité est fragile, que la propriété n'est pas qu'un document, mais un combat silencieux. Je vis plus discrètement, je pars moins longtemps, je fais attention à des détails qui me semblaient absurdes avant. Ce que j'ai appris, c'est qu'on peut perdre beaucoup plus vite qu'on ne le pense, et que, parfois, reprendre ce qui est à soi demande de renoncer à certaines illusions. L'illusion d'être protégé, l'illusion d'être entendu. Il reste alors une seule chose, décider si l'on accepte de s'effacer ou si l'on choisit, coûte que coûte, de rester debout. Aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, certains me demandent si je recommencerai. Je ne réponds jamais directement, parce que la vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est pourquoi un homme ordinaire, sans haine particulière, sans goût pour la confrontation, se retrouve poussé à agir seul. Pourquoi il n'existe aucun filet quand tout bascule? Pourquoi on découvre la fragilité des règles seulement quand elles cessent de nous protéger? Je vis toujours dans cette maison. Je l'entretiens. Je la respecte. Mais elle n'est plus innocente. Elle porte une mémoire. Chaque pièce me rappelle à quel point tout peut être remis en cause sans violence, sans cri, simplement par inertie. Je ne me sens pas plus fort qu'avant. Je me sens plus lucide. Et cette lucidité a un prix. On ne croit plus aux discours rassurants. Je n'attends plus grand-chose des institutions, pas par rébellion, mais par expérience. Je sais désormais que leur priorité n'est pas l'individu, mais l'équilibre global, même s'il écrase au passage quelques existences. Quand on devient l'un de ces dommages collatéraux, on comprend vite qu'il faut compter sur soi-même avant tout. Je fais attention, je prévois, je limite les absences. J'ai renforcé ce qui devait l'être, pas par peur constante, mais parce que l'aveuglement n'est plus une option. On m'a souvent dit que j'avais eu de la chance. Je ne crois pas à la chance. J'ai tenu, j'ai observé, j'ai attendu le moment juste. J'ai refusé de céder entièrement. C'est tout. Ce que je souhaite, ce n'est pas que d'autres fassent la même chose, c'est que personne n'ait à le faire, que le simple fait de fermer sa porte et de partir quelques semaines ne devienne pas un risque calculé, qu'on n'oblige pas les gens à choisir entre l'injustice et la débrouille. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour me justifier, c'est pour témoigner, pour dire que ça arrive, pas aux autres, à des gens comme moi, discrets, réguliers, invisibles jusqu'au jour où ils dérangent parce qu'ils réclament simplement ce qui leur appartient. La maison est silencieuse le soir, un silence normal, paisible, mais je sais maintenant qu'il n'est jamais acquis. Je ferme la porte, je vérifie, je respire, et je me dis une chose, toujours la même. Tant que je serai debout, personne ne décidera à ma place que je n'ai plus le droit d'être chez moi.